Bonjour Zina. Bonjour Florian. Alors bienvenue dans cette émission littéraire Résilire, qui est une émission littéraire qui se pose la question comment la littérature peut nous aider à dépasser la crise ou les crises. C'est une émission littéraire qui s'intéresse à la fois aux œuvres du présent et du passé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre contemporaine, un roman d'Hélène Bukowski, Les Dents de lait, paru aux éditions Gallmeister et traduit de l'allemand vers le français par Sarah Raquillet et Elisa Krabeil. Mais dans un premier temps, qui est Hélène Bukowski? Hélène Bukowski, c'est une jeune auteure de Berlin qui est née en 1993. Elle a fait des études de littérature et d'écriture à Hildesheim. C'est une université qui est très célèbre pour son programme d'écriture. Et donc elle a publié dans plusieurs anthologies, mais celui-ci est son premier roman. Premier roman, et de quoi nous parlent justement Les Dents de lait? Alors, Les Dents de lait, c'est un roman dystopique, une sorte de fable moderne, avec une narratrice qui est une jeune fille qui s'appelle Skald, qui vit avec sa mère Edith dans une maison au bord d'une forêt. Et elles vivent dans une sorte de monde donc anarchique, une société défaillante, un monde qui a plus beaucoup en commun avec le nôtre parce que le climat a fortement changé. Il est toujours en train de changer. On sait par exemple que pendant l'enfance de Skald, il y avait tout le temps un brouillard épais, le ciel n'était jamais dégagé, mais après quelques chapitres, il y a une sorte de changement de climat encore, le soleil apparaît et à partir de là, c'est un peu l'été éternel. Les températures grimpent, ça devient de plus en plus sec, plus chaud, et donc les gens qui vivent dans ce petit bout, ce petit coin au bout du monde vont souffrir beaucoup de ça. Donc c'est une communauté qui est marquée par une solidarité, mais une solidarité très pragmatique. Donc la procuration d'aliments est vraiment au centre de leur occupation, parce que ça devient de plus en plus difficile en fait, de cultiver leur jardin, de récolter des fruits, de chasser aussi. Et donc ils s'aident mutuellement, parfois ils font du troc, mais ils sont aussi très méfiants. Et donc cette petite communauté a coupé les ponts avec les autres. Ils ont détruit le pont du fleuve pour s'occuper de la communauté au-delà du fleuve qui est au bord de la mer, en espérant aussi de s'occuper du chaos, du déclin d'un monde, mais bon, après, sans grand succès. Il faut dire que Edith, donc la mère, elle est venue 20 ans auparavant de ce coin du monde, donc elle est restée une sorte d'étrangère. Elle est donc isolée et avec elle donc Skald, sa petite fille, qui grandit au fur et à mesure. Et elle, donc Skald, va mettre fin à son isolement en quittant la maison, en quittant le jardin, et elle va découvrir le monde qui les entoure. Et elle va découvrir dans une forêt une petite fille qui s'appelle Maïsis, qui a les cheveux rouge feu, et elle a l'air abandonnée, donc Skald, elle la prend sous son aile, et elle va prendre elle-même le rôle de la mère, et donc elle va s'occuper de cette petite fille. Et il y a juste un problème, cette petite fille aussi, elle est étrangère à cette communauté, et donc les gens sont très superstitieux, ils sont très méfiants, et donc le menace augmente, la tension monte, et grimpe comme les températures, en quelque sorte. Effectivement, donc c'est un roman dystopique, c'est une utopie négative. Il y a, tu nous l'as montré, quelque chose d'ambitieux dans la structure narrative et en même temps une forme minimaliste. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire un extrait pour faire entendre cette langue et un petit peu la construction, un extrait en allemand puis un extrait en français, et ensuite se poser plein de questions sur ce livre aussi? Avec plaisir. Alors je lis le début du chapitre 6. Ich verlor meinen ersten Zahn und alles begann sich zu verändern. Ich lag in meinem Bett unter der Decke und las im Licht der Taschenlampe, als der Zahn durch den Druck meiner Zunge nachgab. Ich spuckte ihn aus. Kein Blut klebte an ihm. Wie eine Perle lag er in meiner Hand. Ich versuchte, ruhig zu atmen. Dass sich ein Stück aus meinem eigenen Körper so einfach gelöst hatte, war für mich eine Ungeheuerlichkeit. Ich konnte es mir nicht erklären. Angst schnürte mir den Brustkorb zu. Donc effectivement, roman écrit à la première personne du point de vue de la fille d'Edith. Et pour reprendre en français, puis je perdis ma première dent et tout commença à changer. J'étais allongé dans mon lit, sous la couverture, et lisais à la lumière de ma lampe de poche. Quand la dent céda sous la pression de ma langue, je la crachai dans ma main. Pas une trace de sang ne l'entachait.
Elle gissait comme une perle dans ma paume. J'essayais de respirer calmement. Qu'un morceau de mon propre corps puisse se détacher aussi facilement me paraissait monstrueux, et la peur me noua l'estomac. Le lendemain, je quittai la propriété. Je ne voulais plus m'en tenir aux règles d'Edith, ma mère. La forêt se tenait là, comme si elle m'avait attendu toutes ces années. J'examinais l'écorce des pins, déblayais les aiguilles du sol, enfonçais 2 pommes de pin dans la poche de mon imperméable et restais allongé jusqu'à la tombée de la nuit dans une cavité entre les racines, les yeux rivés sur les branches au-dessus de moi. Le lendemain matin, une clarté éclatante emplissait ma chambre. Je crus à un rêve, mais la lumière persistait. Je jetai un œil par la fenêtre et tressaillis. Derrière la campagne, un ciel bleu. Pas un nuage en vue, seul le soleil au-dessus de la maison. C'était la première fois que tout n'était pas complètement plongé dans le brouillard. Il m'a fallu fermer les yeux, un rougeoiement pulsait sous mes paupières. Peu après, le temps commença à changer du tout au tout. Et longtemps, je crus que c'était ma faute. En quittant la propriété, j'avais désobéi à la règle d'Édith et bouleversé ainsi l'ordre des choses. Pour me défaire de mon sentiment de culpabilité, je commençai à écrire. Aux mots épars succédèrent des phrases entières. J'espérais saisir grâce à elles ce qui menaçait de disparaître, le monde tel que je le connaissais. Donc on voit dans ces extraits du chapitre 6 cette forme fragmentaire, mais dans un premier temps, on voit une relation conflictuelle entre justement les règles édictées par la mère, Édith, et sa fille. Est-ce que tu peux nous parler de la relation conflictuelle et de cette filiation, ou ce rapport compliqué à la filiation entre Édith, sa fille, et ce fameux enfant, personnage qui va être adopté par la fille? Oui, il faut dire que cette scène, c'est une scène clé. Elle contient déjà tout. Donc, le début de l'écriture, la perte des dents de lait, et aussi cette transgression des limites de la maison, du jardin. Donc c'est vraiment un acte de libération, d'émancipation. Et donc c'est vrai que cette relation mère-fille, elle est très particulière parce qu'Édith, donc, qui est isolée de la communauté, elle est très distanciée aussi et très froide avec sa fille. Elle passe des journées entières cachée dans une armoire, regarder les photos de la mère, à se mettre ces vieux vêtements très jolis d'ailleurs, des robes de soie, des manteaux en fourrure, des perles, même si elle va juste chercher des pommes de terre dans le jardin. Mais elle est un peu nostalgique par rapport à un monde ancien. Et donc, mais elle l'a fait survivre sa fille. Le père est mort. Mais ce qui manque vraiment, c'est de l'affection, de la chaleur. Et donc, Skald, elle est très seule. Et donc, cette émancipation, elle commence avec une transgression de ces limites-là, des limites fixées par la mère. Donc, elle va quitter la maison, le jardin, et elle va rencontrer les gens de sa communauté. Donc ça, c'est très important. Après cette relation, on voit très bien qu'elle est marquée par une sorte de froideur. Il y a quand même de l'amour, mais c'est un amour impossible en même temps, parce que la mère semble vraiment lui en vouloir. On dirait que c'est la faute de cette petite fille qu'elle se retrouve dans cette situation. Peut-être on peut soupçonner que peut-être cette fille représente un peu la fin de sa propre liberté. Et quand la petite fille Maïsis arrive, elle réagit quand même de façon jalouse et elle va s'intéresser quand même dans leur relation et créer une sorte de triangle. Elle va donner notamment à Maïsis des choses qu'elle n'a jamais permis ou donné à Skald. Donc elle crée de la jalousie. Skald, elle va même avoir après des fantaisies de meurtre maternel. Donc il y a vraiment une tension, un conflit qui se crée, qui est très violent. Et en même temps, on a l'impression qu'Édith, au fur et à mesure, découvre que l'indépendance de Skald peut aussi porter le potentiel pour sa propre liberté. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui se développe et qui est très intéressant. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, on est face à un double enfermement. On a ce village qui est déjà isolé du monde pour les raisons que tu as citées, et en plus de ça, on est au départ binôme, puis après trio, qui est isolé de la communauté. Et il y a une forme qui est choisie, une forme pour aller du côté de l'émancipation, qui est une forme fragmentaire de ce roman. Comment tu l'interprètes ? On a vraiment l'impression que c'est une sorte de journal parfois. Bon, c'est écrit dans la première personne,
mais aussi donc elle décrit ce moment où elle commence à prendre des notes. Elle note des petites phrases qui sont très poétiques, très jolies, qui donnent une ouverture en fait à ce texte qui est assez sec, sinon assez réduit, assez simple. C'est des phrases courtes, très descriptives. Et donc ces notes qu'elle va cacher à plusieurs endroits de la maison pour que la mère ne les trouve pas, vont plus expliquer, dire sur son état d'âme, vont mettre une ambiance. Mais sinon, le reste, c'est vraiment plutôt la description de la situation et surtout une description des détails. On a vraiment l'impression que chaque changement de détail peut basculer un équilibre très fragile. Donc, un changement de comportement de la mère peut enchaîner une sorte de catastrophe. Donc, elle observe chaque détail de façon très près, comme peut-être chaque personne confinée. On a fait l'expérience que tout d'un coup, chaque petite chose à la maison devient très très importante. C'est un roman qui aborde le sujet de la nature. Que nous dit-il sur la nature ? La nature ici, c'est un peu l'ennemi et en même temps les gens dépendent d'elle. Et c'est vrai qu'il y a une jolie parallèle avec la mer, c'est-à-dire la mer qui se pare de jolis vêtements, comme la nature se pare de fleurs. Les arbres portent beaucoup de fleurs, c'est très joli, mais après, ils ne portent pas de fruits. Donc, c'est une mer, comme c'est une nature qui crée, mais après qui abandonne et qui ne donne pas l'essentiel pour survivre. Donc, la nature, c'est le seul issue, mais c'est en même temps l'ennemi en permanence. Donc, ça, c'est un monde très cruel, et la nature est très cruelle aussi. Oui, c'est un monde écroulé et qui a pourtant peur de son effondrement. Et dans ce roman, il est souvent question de la peur. Est-ce que tu peux nous parler des peurs du roman ? Oui, on peut dire que c'est vraiment au centre du roman. Ce n'est pas un roman sur la crise climatique, même si ça crie le fond, mais c'est un roman sur les peurs et sur la nature humaine en temps de crise. Et c'est quelque chose qui résonne énormément avec le monde d'aujourd'hui, avec notre situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la réaction est la telle que les gens se coupent des autres, il y a la peur d'autrui, la peur de la différence, il y a la projection des peurs sur les gens qui sont différents. Donc là, c'est les gens aux cheveux roux, c'est les gens qui ne perdent pas leurs dents de lait. Donc c'est complètement arbitraire, mais ça leur donne une illusion de contrôle. Donc voilà, ils coupent les ponts. Donc il y a des sujets comme le nationalisme et le racisme aussi qui sont évoqués ici de façon très subtile. Et après, il y a d'autres peurs, comme aussi l'étrangeté du propre corps. C'est cette jeune fille qui grandit et qui découvre qu'il y a des bouts de son corps qui se détachent. Et donc, elle a peur de son propre corps. Il y a tout ça, il y a plein de choses dedans, dans ce roman très, très réduit, très dense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une fable dystopique, comme un futur négatif, une utopie négative, mais qui emprunte à beaucoup de formes du passé, que ce soit la forme fragmentaire qui renvoie un peu au romantisme allemand, et que ce soit ces questions de brouillard qui renvoient davantage à la peste, à la mythologie, c'est-à-dire les moments où tout est embrouillé, où les rapports ne sont plus clairs, où il règne une sorte d'indécision, d'ambivalence, et c'est vraiment l'ambivalence qui fait tout le charme nocif de ce trio entre cette mère, cette fille et cet enfant rempli de promesses. Est-ce que tu vois quelque chose en ce moment dans la littérature allemande autour de la dystopie? Est-ce que c'est une tendance qui s'inscrit ou est-ce qu'au contraire ce livre détonne par rapport à la littérature allemande actuelle? Il faut dire que les grandes dystopies qu'on connaît, les romans dystopiques, ils sont plutôt anglophones. On connaît Aldous Huxley, George Orwell, Bradbury, Margaret Atwood, quelque chose. Atwood, c'est le plus récent peut-être, mais c'est vrai que peut-être les Allemands et les Français sont... Bon, on connaît Ruffin aussi en français, mais ils ne sont peut-être pas les plus forts ou les premiers à créer des mondes entiers dystopiques. Mais ce qui est pour la peur subtile, les menaces subtiles, c'est quelque chose qui se trouve quand même souvent dans les romans allemands, je dirais. Peut-être c'est lié à une histoire marquée par des conflits, par des guerres, par l'expérience aussi d'avoir un voisin ennemi. C'était la France pour l'Allemagne et l'inverse pendant très longtemps. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'intègre et qu'on ressent très bien ici parce qu'en fait ce monde est décrit en quelques traits. Ce n'est pas l'essentiel ici, c'est vraiment montrer la réaction des gens entre eux et les gens en face de la nature et du côté destructeur de la nature.
Alors merci, tu nous as parlé de ce roman riche et ambitieux, premier roman et un roman placé sous le signe de l'ambivalence qui fait toute sa richesse. En tout cas, merci beaucoup et puis suite au prochain épisode. Merci.